On s'est intéressé à l'histologie. Donc l'histologie, qu'est-ce que c'est? C'est une branche de la biologie qui étudie les tissus biologiques et son objectif, c'est d'explorer la structure des organismes vivants et de participer à l'exploration des processus pathologiques et de leurs effets. Bon, définition extraite de Wikipédia. Qu'est-ce qui nous intéresse? Il y a deux termes qui nous intéressent, le terme de structure et le terme de processus pathologique. Donc l'intérêt ici, c'est d'essayer de comprendre l'origine des dysfonctionnements et de pouvoir les localiser dans l'espace et dans le temps. Donc vous avez vu tout à l'heure qu'une cirrhate dépérissante est caractérisée par un point de greffe gonflé et crevassé et des rugissements foliaires. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'une crevasse? Alors une crevasse, vous avez un exemple de cèpe qui a été coupé en tranches, comme vous le voyez ici. Et donc on a prélevé une zone précise de cette tranche, on l'a travaillée pour pouvoir la traiter au niveau histologique, l'inclure. Vous avez un exemple donc à droite. Donc, on a les invaginations, que j'espère que vous voyez, qui sont profondes. On arrive à suivre les cernes et on a donc essayé de regarder au fond de la crevasse, c'est-à-dire au plus profond des zones de dysfonctionnement, pour essayer de les caractériser. Donc, vous avez la zone avec le cambium. Donc, alors ici, on a ces invaginations, ici, qui sont profondes. On a regardé donc la zone la plus profonde. Et ici, on peut suivre les tissus. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, on a, dans cette zone, on retrouve un tissu qui est un tissu dont on va beaucoup parler lors de ces présentations, qui est le cambium. Alors, très rapidement, le cambium, c'est un tissu primordial chez les plantes, car il est à l'origine des deux types de vaisseaux conducteurs, les vaisseaux du phloème et les vaisseaux du xylème. Donc on voit tout de suite que c'est quand même un tissu très important. Dans cette zone-là, on voit donc que le cambium, il a arrêté ou il a ralenti son fonctionnement. Et non seulement il a arrêté et ralenti son fonctionnement, mais quand il a continué à faire des cellules, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ce sont des cellules qui ne sont pas des cellules normales, dans le sens où ce ne sont pas des cellules de vaisseau. Ce sont des cellules qui présentent des divisions un petit peu anarchiques. On se rapproche un petit peu du parenchyme. On voit aussi qu'on a des zones qui sont carrément absentes, hein, des zones nécrosées, et on arrive à avoir aussi, là qui apparaissent un peu orange-rose, un peu de polyphénol. Donc la crevasse est caractérisée par un arrêt localisé du cambium, des problèmes de différenciation des tissus, des accumulations de polyphénol et des développements de nécrose. On va regarder un nouvel échantillon. Alors, donc c'est un autre cèpe, une autre tranche qui a été analysée. On veut bien sûr vérifier que ce qu'on a pu voir, on le retrouve systématiquement à chaque fois qu'on a donc présence d'une crevasse. Ici, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, moi j'essaie de deviner, on a la cerne de croissance, donc chaque cerne correspond à une année de croissance, qui est présente ici. Donc ici, on voit l'organisation classique du bois, avec l'alternance de gros vaisseaux et de rayons de parenchyme. Et ici, on voit qu'on a une organisation qui est totalement atypique, avec de nouveau des cellules qui présentent des divisions un peu anarchiques. De nouveau, on est en présence de parenchyme. Et on a de nouveau une dégradation avec présence de nécrose et de polyphénol. On a un détail ici. Les polyphénols apparaissent vert, jaune, etc. Troisième exemple, pour voir un petit peu si on confirme ces différentes caractéristiques. Donc on est au fond de la crevasse. Là, on a une vue un peu plus profonde. La crevasse serait par ici. On est au fond de la crevasse et on a de nouveau cette zone. Donc ici, on a l'organisation classique du bois. Hein. On retrouve les gros vaisseaux avec les parois assez épaisses. On voit les rayons de parenchyme qui sont remplis d'amidon. Et ici, on se retrouve de nouveau avec ces structures un petit peu anarchiques, ces divisions, ces petites cellules avec des petites parois qui correspondent de nouveau à un tissu de type parenchyme. Au fond, si on regarde un peu le détail, donc on est au fond derrière le tissu de type parenchyme, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir des polyphénols, des cellules remplies de ces composés un peu marron-vert. Donc c'est des molécules, il y a tout un tas de molécules, mais c'est des molécules qui indiquent un stress. Et avec le début des dégradations des cellules, hein, les parois sont dégradées. Donc on retrouve de nouveau, le ralentissement et l'arrêt cambial, on ne le voit pas là, il serait plus par ici, mais les tissus indifférenciés, les nécroses et les polyphénols. Donc on peut bien dire qu'une crevasse, elle est caractérisée par trois choses. On l'a vu systématiquement. Donc le ralentissement et l'arrêt localisé du fonctionnement du cambium, sans reprise derrière. Une différenciation cellulaire anormale, puisqu'on a vu que le cambium, au lieu de faire des cellules de bois ou des cellules de libère, il va faire du parenchyme ou du cal. Donc on a à la fois
un arrêt de la division cellulaire et un arrêt de la différenciation cellulaire. Et le troisième point important, c'est l'accumulation de polyphénols et de nombreuses nécroses, toujours sous ou à proximité des crevasses. Donc, ces dysfonctionnements cambiaux localisés, donc qui peuvent parfois toucher uniquement quelques cellules, sont à l'origine de la formation des crevasses. C'est la première information. Deuxième information importante, c'est que ces dysfonctionnements sont bien antérieurs aux symptômes macroscopiques. Les symptômes macroscopiques, c'est les crevasses. Et ces dysfonctionnements-là, ils apparaissent bien avant, des années avant, qu'on puisse être capable d'observer des crevasses sur le cep. Donc la question qu'on se pose, notamment, c'est est-ce que ces dysfonctionnements qui sont précoces pourraient être utilisés pour identifier justement avant l'apparition des crevasses ces symptômes de maladie. Le deuxième point qu'on a étudié, donc en dehors de ces aspects crevassés, on a vu qu'un deuxième point qui caractérise le dépérissement, c'est les rougissements foliaires. Donc on a fait des prélèvements sur des souches saines, c'est-à-dire ce qui ne présentait aucun symptôme de crevasse avec des feuilles vertes, qu'on a comparé à des souches dépérissantes en fin de vie, si on peut dire, qui présentent à la fois les crevasses et les rougissements foliaires. Vous avez donc des observations, des coupes de feuilles. Alors ce qu'il faut voir, c'est, on est cette fois-ci dans le limbe, c'est-à-dire la partie plane de la feuille. Ici c'est l'épiderme, c'est-à-dire c'est la couche qui protège. Et ici c'est des grandes cellules qu'on appelle le parenchyme pallicène. Bon, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Ce qu'on peut voir entre une souche sans symptômes et une souche rougissante, c'est que ici on a plein de petits granules bleus, si on peut dire. Bon, c'est la coloration, hein, c'est des colorations spécifiques, qui sont les chloroplastes. Donc on sait bien que les chloroplastes ont un rôle important. Et ici on voit qu'on a une disparition partielle de ces chloroplastes et que ces chloroplastes sont remplacés en quelque sorte par des gros grains d'amidon qui apparaissent en rouge. Donc c'est pareil, hein, c'est la coloration qui fait ça. Donc on a vraiment une transformation, une dégradation partielle des chloroplastes et une accumulation très importante d'amidon. On peut voir aussi dans cette cellule allongée des sortes de grosses vacuoles remplies de polyphénols encore qui apparaissent de couleurs différentes, mais orangé, marron, etc. Donc c'est bien ce qui caractérise le rugissement foliaire, donc c'est transformation d'une partie des chloroplastes en aminoplastes et accumulation des polyphénols. Ça, c'est aussi une feuille, mais cette fois-ci, on est dans la nervure. Alors, on avait vu, on a regardé le limbe, et là, on est dans la nervure. Donc, dans la nervure, on a des organisations cellulaires qui sont un petit peu différentes. On a ce type d'organisation des vaisseaux, puisqu'on s'intéresse quand même particulièrement à nos vaisseaux, en ce qu'on appelle en faisceau. Hein. Donc, on a le bois, ici, on aurait le cambium, et ici, on a le libère. Ici, on a la moelle. Hein. Et on voit de la même façon qu'on a énormément, et là c'est quand même très très visuel, d'accumulation d'amidon à la périphérie des faisceaux conducteurs. Donc vraiment les feuilles rougissantes, elles sont remplies d'amidon et on a aussi énormément de polyphénols. On peut observer aussi parfois des relâchements au niveau des parois, ici et ici dans les gros vaisseaux conducteurs. Donc voilà, c'est vraiment les caractéristiques d'une feuille rougissante. Alors on a voulu donc comparer ces rougissements foliaires à d'autres rougissements foliaires dont les causes, dont l'origine est connue. On en a pris deux types. On a pris un rougissement foliaire de type induit par un problème mécanique. C'est ce qu'on appelle le rougeot traumatique. Donc le rougeot traumatique, tout le monde le connaît, étranglement d'un rameau, ce rameau se met à rougir. Et on a pris aussi un deuxième type de rougissement, un rougissement qui est cette fois-ci lié à une cause pathologique. C'est le cas des rougissements liés à des enroulements. Donc ici, si on a donc analysé une feuille rougissante qui était due à un problème mécanique, un étranglement, dans le cas des rougeots traumatiques. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a énormément, un peu comme tout à l'heure, d'accumulation d'amidon. C'est encore beaucoup plus marqué que sur les feuilles rouges, qui sont les feuilles rouges prélevées sur des souches dépérissantes. On l'a de nouveau dans le limbe et au niveau de la nervure. Dans le cas de l'enroulement, on n'a pas ce phénomène d'accumulation d'amidon. Je ne sais pas, je pense que vous le voyez assez facilement. Donc ici, c'est tous ces gros grains rouges. Et ici, on a bien toujours nos chloroplastes qui sont organisés de façon classique. Donc le rougissement lié à l'enroulement ne présente pas vraiment d'homologie avec le rougissement lié au dépérissement. Mais il se rapproche beaucoup plus du rougissement
lié à un problème mécanique, accumulation d'amidon et de polyphénol. Donc le rougissement foliaire, dans le cadre du dépérissement, il s'accompagne d'une dégradation partielle des chloroplastes et d'une accumulation importante d'amidon et de polyphénol, et il se rapproche au niveau de l'organisation des tissus et des cellules de celui qu'on observe dans le cas de rougeaux traumatiques, donc de rougissements liés à des problèmes mécaniques. Par contre, on n'a pas trouvé de similitude avec des rougissements liés à des causes pathologiques. Donc on pense que ce rougissement du dépérissement, c'est une conséquence probable de la dégradation du libère, c'est-à-dire des vaisseaux qui permettent la redescente de la sève élaborée, et que cette dégradation du libère, elle est surtout présente au niveau des crevasses. On a vu tout à l'heure que bien sûr, comme le cambium fonctionne de façon anormale, on n'a pas de formation de nouveaux vaisseaux, ni du bois ni du libère. Donc il y a des zones ponctuelles certes, mais souvent plusieurs zones le long du cep où il y a des problèmes d'organisation du vaisseau et la sève a du mal à redescendre, comme dans le cas du rougeau traumatique. Donc les dysfonctionnements à l'origine des symptômes ont été caractérisés et localisés. On a vu qu'ils touchaient d'abord le cambium. Alors après, la question qui suit, est-ce qu'on peut s'en servir pour définir des indicateurs précoces? Et donc c'est la deuxième présentation que nous allons voir maintenant. Donc maintenant on va enchaîner sur ce qu'on a appelé le marqueur précoce. Donc tout à l'heure vous avez vu qu'on vous avait parlé d'un marqueur génétique, et là il s'agit d'un marqueur histologique. Donc on a vu qu'on avait un certain nombre de dysfonctionnements et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait, toujours par des analyses histologiques, essayer de trouver quelque chose qui nous indique la présence de ce dysfonctionnement avant qu'on puisse voir au niveau macroscopique ces crevasses. Donc pourquoi on a besoin de ce marqueur précoce? On a besoin de ce marqueur précoce pour pouvoir tester des hypothèses sans attendre l'expression des crevasses au vignoble. Les crevasses, on sait qu'elles peuvent arriver 4 ans, 5 ans, des fois 7 ans, des fois 10 ans, des fois 12 ans après l'installation au vignoble. C'est sûr, pour répondre à des questions précises, comme quand on a mis en place les essais greffage, par exemple, pour répondre à des questions précises, être obligé d'attendre 12 ans, c'est un petit peu compliqué. Donc si on peut raccourcir le délai, ça sera tout bénéfice. Et deuxième point, en appui à la sélection clonale. Alors, on a vu qu'on avait un certain nombre de clones qui semblent intéressants. Pareil, si selon le niveau de sûreté qu'on veut se donner, si on veut être sûr que ces clones ne sont absolument pas sensibles ou vraiment très très peu sensibles au dépérissement, est-ce qu'on met en place les parcelles et est-ce qu'on attend 10 ans ou est-ce qu'on essaie d'aider et de se servir de ce marqueur précoce? Alors, les critères nécessaires à un bon marqueur. Donc, il y a 3 critères nécessaires. Il doit être bien sûr rapide d'expression, sinon on ne gagne rien. Il doit être fiable et il doit être simple d'utilisation. Alors, pour identifier ce marqueur précoce, avant l'apparition macroscopique des crevasses, comment on a fonctionné? On est parti justement du fait qu'on avait des clones qui présentent des différences de sensibilité. On a travaillé sur un clone peu sensible, le 470, qu'on a comparé à un clone très sensible, un clone non agréé, le E266, dont on reparlera par ailleurs, qui est un clone très intéressant au niveau expérimental parce que toutes les souches montrent des symptômes. Il est crevassé à 100%. Donc, une fois qu'on a choisi nos clones, on a fait une cinétique de prélèvement. On a fait des analyses à 6 mois après greffage, 12 mois et 18 mois après greffage, et on a regardé la mise en place des tissus sur ces plans pour voir si on arrivait à identifier à 6 mois, à 12 mois ou à 18 mois des dysfonctionnements. Donc on a observé un certain nombre de critères sans a priori, on a regardé les jonctions au niveau des cambiums, la concentration et la localisation de l'amidon, bien sûr l'activité cambiale qui est un critère important, notamment son intensité et sa régularité, à la fois au niveau du bois et du libère, la présence de polyphénol et de nécrose, etc. Et on a identifié un critère à 18 mois qui est un dysfonctionnement cambial qu'on a identifié uniquement sur le clone sensible. Alors, 2 choses, clone sensible, dysfonctionnement cambial, donc ça nous a fait tilt. Alors voilà ce critère qu'on a appelé WP. Alors pourquoi? Bon, c'est la forme, hein. Faut pas chercher à comprendre. Alors, donc ici vous avez un jeune plant à 18 mois qui a été prélevé. Donc là vous avez le bois avant le greffage, vous avez le bois qui a été formé après le greffage, et vous avez ici quelque chose de très, très marqué, très étroit. C'est pas toujours aussi étroit, des fois c'est un petit peu plus large. Vraiment une toute petite invagination dont on va voir le détail ici. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Alors on est orienté pareil. Hein. Donc ici on voit qu'on a ici des dégradations à la base. On a des dégradations des nécroses. Ici qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a des tissus
qui ne sont pas organisés comme du bois. On devrait avoir du bois à ce niveau-là, hein, avec des gros vaisseaux, des petits vaisseaux, du parenchyme. Non, on a de nouveau un tissu qui ressemble à un parenchyme. Ici, on retrouve un petit peu le cambium qui a arrêté de fonctionner, et donc on a de nouveau cette invagination. On retrouve ici le phloème et l'écorce. Donc qu'est-ce qu'on a? On a quatre choses. On a un ralentissement localisé du cambium, on a un problème de différenciation, lui aussi localisé, on a des nécroses à la base de ce ralentissement, et on a de nombreux polyphénols. Donc ça fait penser à quoi? Ça fait penser à ce qu'on a vu précédemment sur les crevasses. Et deuxième point, bien sûr, si ce phénomène se poursuit, si le cambium ne redémarre pas, ne se remet pas à faire des vaisseaux, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une invagination, donc une future crevasse potentielle.